Bonjour à tous, bienvenue sur Vénus Trigone Jupiter. À peine elle est passée dans le Capricorne, elle est trigone au grand chanceux du zodiaque, qui est Jupiter. Alors voilà, la grande planète Jupiter, la chance, Vénus, la chance. C'est un très bon moment pour rencontrer une personne que l'on aime, pour s'occuper d'art, pour s'intéresser à tout ce qui est artistique, la musique, la peinture. Ça arrive bien, les festivals arrivent. Il va y avoir le carnaval de Venise. On a envie de beau. Vénus, Jupiter vient nous parler d'art, de cet art immanent, de la musique, de la peinture, de la sculpture, des musées, de ce qui définit l'être humain à travers le regard du beau et qui va nous élever. C'est-à-dire partout où il y a le signe du divin, il y a quelque chose qui va nous parler de la beauté et c'est de ça dont l'aspect Vénus-Jupiter va maintenant venir nous raconter quelque chose. Alors avec Vénus-Jupiter, si on a cet aspect dans son thème, eh bien on a envie de mondanité. On a envie quand même d'un petit peu de stabilité financière pour pouvoir se payer sa dernière paire de chaussures qui nous plaît ou cette voiture à la mode qui nous fait vraiment envie. Mais elle est tellement si belle, eh bien ça vaut quand même l'investissement. Était-ce à dire que Jupiter et Vénus est un peu superficiel? Je ne dirais pas ça. Il y a vraiment un côté envie de se faire plaisir, de parler aussi de sa propre valeur, de reconnaître qui je suis dans ce que je suis. Il y a aussi l'envie de gagner de l'argent et il se pourrait bien que sous cet aspect, eh bien, l'argent rentre plus facilement. Vénus vient me parler matière, matériel, matérialité, argent, et Jupiter vient me parler aussi puissance. Et nous voilà dans la triade éternelle, stabilité, passion, puissance, eh bien ce triangle amoureux qui quelque part caractérise un petit peu les relations humaines, toutes nos passions, toutes nos histoires que vient nous raconter cet aspect. Alors bien sûr, l'amour du beau qui élève, il va donner aussi un sens, il va donner une compréhension. Je pense, lorsque je parle de beau, je pense à Florence, qui est une ville que j'aime énormément, où je vais assez souvent, où la beauté de Florence m'a un jour transpercée. Et elle m'a montré quelque part, par la splendeur des monuments, que j'avais la chance d'être vivante pour pouvoir les contempler et pouvoir y aller. Eh bien, le beau parle à l'âme. C'est pas pour rien si les très belles églises, des mosquées comme la mosquée bleue d'Isfahan ou la synagogue de Florence sont des monuments magnifiques parce qu'ils nous apportent au niveau du regard une élévation et quelque part on monte les marches pour nous rapprocher de l'Olympe. Il y a donc dans ceux qui ont la chance d'avoir cet aspect dans leur thème quelque chose qui parle d'élévation. Il n'y a pas de médiocrité. On ne peut pas être vulgaire. On est quelque part condamné au beau. On est artiste. Mais c'est pas forcément l'artiste qui va peindre, qui va photographier. C'est le regard de l'artiste qui se pose sur toutes les choses vivantes. Mon père était peintre. Il m'a appris à poser ce regard émerveillé devant un coucher de soleil. À Nouméa, il y avait un moment où le soleil disparaissait derrière l'horizon et il y avait ce qu'on appelait le rayon vert. Et mon père m'a appris à le regarder. Il m'a appris à l'aimer. Quand il m'a amené un matin en Thaïlande, à Chiang Mai, au lever du jour, je criais un peu, j'étais adolescente, mais il m'a dit c'est tellement beau. Tu vas te remplir les yeux pour toute ta vie. Et il avait raison. Et quand je pense à Chiang Mai, quand je pense à la Thaïlande, je pense à mon père et ce regard d'artiste. Quand il me faisait visiter des musées et exercer mon regard sur les sculptures anciennes, sur cette capacité à voir le beau, eh bien, il a créé chez moi quelque part une forme d'espérance. Ce n'est pas de la superficialité, c'est ce que nous avons de plus profond en nous, qui est quelque part notre patte, notre signature, le sens artistique de ce que nous sommes. Une société libre protège toujours les artistes. Une société qui est construite, qui est progressiste, aime ses artistes. Au contraire, l'artiste signe quand il y a un retour en arrière, un retrait des libertés. Les systèmes fascistes brûlaient les œuvres,
de Chagall, de Picasso, de Dali, vous imaginez toutes ces splendeurs qui sont parties en fumée. Botticelli à la Renaissance a brûlé ses toiles parce que après Lorenzo le Magnifique, les Médicis, les protecteurs de Venise, l'Inquisition est arrivée et il a fallu détruire des œuvres immenses qui ont privé de leur beauté la postérité et surtout les descendants de ces êtres d'exception. L'art vient parler au mythe, mais il vient aussi nous parler à l'âme. Il vient nous parler de beauté. Et là où il y a beauté, il y a aussi une certaine forme d'espérance. Nous aimons les écrits, nous aimons les poètes, Baudelaire, Verlaine, Rimbaud, Prévert, une sonalité, une musicalité. Nous aimons la musique, peu importe. Nous pouvons aimer toutes les musiques. Mozart et la techno, le jeune créateur qui se produit sur scène, le jazz, et puis des musiques celtiques ou des musiques du monde, peu importe. C'est le focus sur l'observateur qui va poser son regard. Alors peu importe si c'est son oreille plutôt que son regard, c'est son être entier qui va être transporté par cet aspect Vénus et Jupiter. Dans les configurations actuelles, Jupiter est en taureau. Il est dans le signe de Vénus. Donc il est sous la dominance de la beauté. Il y a quelque chose de très doux en ce moment qui se passe, quelque chose d'infiniment subtil, quelque chose de délicieux, dirons-nous, parce que là, si vous avez dans votre thème de naissance cet aspect, il va être vivifié. Vous allez avoir envie de belles choses, de lire des beaux livres, d'aller dans des musées, de vous changer les idées en regardant des choses magnifiques. C'est une séquence très puissante. Il y a une réception mutuelle et c'est vraiment très beau car ce trigone est un aspect très harmonieux. Il va me parler de ces deux planètes qui vont travailler ensemble, construire quelque chose dans le signe de la Terre. Le mot-clé sera construction. Elles vont se connecter. C'est un petit peu l'œuvre des bâtisseurs, les anciens, les tailleurs de pierre, ceux qui donnaient forme aux idées. C'est la restauration de Notre-Dame de Paris, parce qu'elle vient raconter notre histoire. C'est aussi ces gargouilles au frontispice, taillées dans la pierre, et tellement belles, tellement présentes qu'elles semblent vivantes. Alors si dans votre thème, vous avez la chance d'avoir cet aspect, forcément vous avez un regard artistique sur les choses. Vous avez besoin de beauté autour de vous. Vous ne pouvez pas vivre dans un endroit laid. Vous ne pouvez vivre que dans un endroit qui vous correspond. Ce peut être, bien sûr, une très belle capitale européenne. Ça peut être un bout de plage ou ça peut être une simple petite maison dans la forêt. Peu importe. Mais il y a une accession, une nécessité, une exigence au beau que nous sommes tous invités par cet aspect à rencontrer, mais aussi à reconnaître. J'ai dit que dans cet aspect, il y avait quelque chose de vénitien. Ça fait penser au carnaval de Venise. Venise construite sur la lagune, qui est une gageure. C'était un pari. C'est une prouesse technologique, Venise, pardon. Venise, c'est très proche. Avec ma dyslexie, j'ai tendance à confondre les deux. D'ailleurs, c'est la cité des amoureux et c'est un immense pari. Comment construire des palais sur des pilotis en bois dans la lagune? C'est, c'est juste stupéfiant. Avant, à Venise, il y avait beaucoup de très belles femmes et elles trempaient inlassablement leurs cheveux jusqu'à les brûler au soleil à longueur de journée pour donner naissance à ce fameux blond que l'on a nommé le blond vénitien. Eh bien, c'est ainsi que s'écrit la beauté, parfois des choses extrêmes, parfois des monuments qui nous transpercent, qui nous transportent, quelque chose qui est au-delà du visible. Ce n'est pas simplement le bâtiment que je regarde ou l'œuvre d'art, c'est peut-être l'intention de l'artiste qui a créé une œuvre pour que moi je puisse la voir. Et il y a à ce moment-là un lien entre la flamme qui animait cet homme ou cette femme
et l'image que je reçois. En parlant de beauté, j'avais envie de parler d'une femme qui était Camille Claudel. Histoire a bien commencé. Je pense à sa sculpture qui s'appelle La Danse, qui pour moi représente la beauté absolue, tellement la légèreté du mouvement est incroyable, et pourtant c'est une statue. Mais il y a une grâce, il y a quelque chose d'une délicatesse incommensurable. Et malheureusement, eh bien, comme Vénus a été obligée d'épouser un homme très laid, elle a été condamnée à l'enfermement simplement parce qu'elle était éprise de beauté. Alors, dans ce cas, ce sera plutôt un carré, mais de toute façon, peu importe, dès que j'ai un contact entre les deux planètes, carré, opposition, conjonction, trigone, il y a quelque chose de marquant, c'est le goût, c'est le bon goût, c'est la philosophie, c'est aussi l'esprit de justice. C'est-à-dire que si je m'astreins au beau, je m'astreins au juste, à l'éthique. Si j'ai une vision supérieure, si j'ai une vision idéalisée, eh bien, je suis quelque part condamnée à la beauté, y compris de ma personnalité intérieure. Pour moi, l'un des pays qui représente totalement la beauté, c'est la Grèce. J'ai eu la chance de naviguer avec mon voilier dans les îles Ioniennes et ce mélange des cyprès, des oliviers, des eucalyptus, du vert des arbres, du bleu du ciel et du bleu de la mer, avec des temples grecs. Il y a quelque chose d'une beauté absolue, mais rien que dans la transparence de l'air, rien que dans la beauté, la myriade des couleurs, il y a dans cet arrangement profond une compréhension qui nous relie à l'esthétique profonde de l'Antiquité, où sont nés justement tous les archétypes astrologiques. C'est-à-dire que en Grèce, il y avait l'agora, il y avait la démocratie, il y a quelque chose de ce monde hellénistique, de cette ancienne vision qui était la beauté absolue et la nécessité pour l'homme de se relier au cosmos. Et pour moi, la Grèce, c'est vraiment là où s'est inventée la beauté, même si elle a pu se manifester ailleurs comme en Égypte, mais il y a quelque chose qui va au-delà, parce que la Grèce a inventé la démocratie, elle a inventé l'idée, elle a inventé la philosophie, elle a inventé Platon, Socrate, Sophocle, l'idée aussi de ce mélange de la parole que l'on pouvait échanger. Vénus, c'est la parole, c'est le taureau, et cet équilibre entre beauté et justice, qui est comme un miroir entre ce qui se passe dans le cosmos et cette manifestation dans l'agora, dans le temple, qui est infiniment belle. En fait, durant ces époques, il y avait une forme d'équilibre entre la beauté, la vérité, l'équité. Euh, un, un, un scientifique, un philosophe devait aussi être un penseur, un écrivain, un mathématicien. Il y avait une vision holistique. Et tout ça a jailli à la Renaissance. Là, on va parler de renaître. J'ai parlé de Florence. Bien sûr, si vous regardez Léonard de Vinci, il était mathématicien. C'était un calculateur de génie. C'était un inventeur. Il a inventé le scaphandre, l'ascenseur. Il a inventé des choses, mais incroyables. Il faut aller à Florence, voir le musée Léonard de Vinci et réaliser toutes les machines volantes, l'aviation, les fusées, les parachutes. Qu'est-ce qui manquait à Léonard de Vinci? Il manquait l'électricité. Sinon, ça fait longtemps que l'humanité aurait découvert et vivrait comme nous le vivons à l'heure actuelle. Mais ce qui parlait à Léonard de Vinci, c'était avant toute chose la beauté et sa capacité à comprendre la beauté du monde et à se connecter avec elle. Et tous ces savants humanistes, au moment de la Renaissance, ça a été une efflorescence, un travail relié sur les sciences, sur la musique, sur la sculpture, sur l'art. Eh bien, cette vision en même temps du cosmos avec l'astrologie,
des astrologues, parce que les Médicis protégeaient des astrologues. Nostradamus était protégé par Catherine de Médicis, reine de France, même si elle était d'origine florentine. Eh bien, il y avait une sorte d'équilibre, des qualités esthétiques qui nous astreignait quelque part au plus beau. Alors, bien sûr, Vénus gouverne le taureau, puisqu'on parle de ce trigone. Là, elle vient parler du côté sensuel. Quand je porte de la soie, quand je porte du cachemire, quand je touche quelque chose de doux, quelque chose de soyeux, quelque chose de beau, quand je regarde un tableau, quand je respire un parfum, eh bien, je suis forcément dans une expérience au-delà du sensuel, carrément sensoriel. Et ça va me connecter sur quelque chose en moi qui peut s'ouvrir un petit peu comme une fleur de lotus. Et par contre, dans la balance, eh bien, Vénus, elle est avec Saturne. Et là, dans le Capricorne, elle vient me parler d'architecture, les architectures intérieures, les plans esthétiques. Mais au-delà de cela, elle vient me parler aussi de géométrie sacrée. Et elle vient me parler du nombre d'or. Alors, le nombre d'or, c'est un nombre d'équilibre, c'est quelque part un nombre d'équité aussi, qui fait référence à la beauté absolue. C'est-à-dire que si un visage porte le nombre d'or, il est reconnu comme parfait par notre œil humain. Si un bâtiment est construit selon des règles du nombre d'or, eh bien, il va porter en lui sa propre beauté. Et le nombre d'or était utilisé par les bâtisseurs de cathédrales pour créer les œuvres à l'époque du Moyen Âge. C'est donc un des rapports les plus parfaits du monde manifesté. Alors, Vénus et Jupiter, le nombre d'or, on en reparlera de manière plus longue dans d'autres vidéos, il y a un dépassement de soi. Et par contre, cette compréhension du monde se heurte à une vision laide de la réalité. C'est-à-dire que quand on voit fleurir un peu partout des monuments qui sont absolument dénués de tout charme, des zones commerciales avec des panneaux publicitaires qui défigurent des cités anciennes, eh bien, il y a quelque chose en moi avec cet aspect qui a envie de pleurer. Et par contre, lorsqu'on se connecte avec la beauté, je pense à un paysage comme le désert du Wadi Rum, le désert de Laurence d'Arabie, il y a quelque chose qui vous transporte. Quand vous marchez en forêt, quand vous marchez au bord de mer et que vous êtes transporté par un paysage, eh bien, vous êtes connecté avec cet aspect qui est une forme de transcendance. Et dans la mesure où le monde est invité à se relier, parce que le problème d'un aspect négatif, eh bien, c'est que nous allons en subir des conséquences. Peu importe. Mais un aspect positif, il nous invite à nous relier à lui. Il nous invite à rentrer dans son énergie pour nous apporter quelque chose. Il nous invite à écouter de la musique, à nous faire plaisir, à avoir du plaisir avec les gens que l'on rencontre, à déguster un bon vin, une bonne table, un bon fruit, des choses de qualité. On ne parle pas de quantité pour une fois avec Jupiter. On parle de quelque chose infiniment gustatif, les papilles, l'éducation du palais. Ce sont les tartelettes amandines de Cyrano de Bergerac. Elles sont tellement célèbres. C'est Bertillon à Paris qui vendait des glaces incroyables. Eh bien ça, c'est Vénus-Jupiter. Parce que ça nous parle à quelque chose que nous avons en nous et que nous pouvons expérimenter, fût-ce dans la simplicité. C'est l'odeur d'un bon gâteau qui sort du four quand une maman le prépare et que son enfant rentre de l'école. Alors pour beaucoup de personnes, la beauté et la bonté sont très proches. C'est-à-dire que la bonté, c'est refléter un certain nombre de qualités au niveau de l'âme. Je pense notamment à de la compassion, à de l'empathie, à de la bienveillance. C'est s'astreindre au meilleur et dans mon rapport aux autres, leur apporter le meilleur de moi. Il y a quelque chose
de la patience, éventuellement du pardon, de l'harmonie, non seulement avec moi-même, mais aussi avec mon prochain. Il y a une espèce de choix. Et dans ce choix, il y a une préférence. Et dans cette préférence, il y a une forme de qualité. C'est-à-dire, dans mes attitudes, je peux être quelqu'un de dégradé, mais je peux aussi chercher à me relier à des qualités universelles parce que le chemin pour y arriver va être plus agréable et plus beau à parcourir. C'est quelque chose d'assez subjectif, mais c'est vrai que quand on bascule d'un côté, par exemple, où on est critique, où on est des fois en colère, on est désabusé et qu'on va regarder le monde par un changement cognitif, notamment en utilisant la neuroplasticité, à regarder le monde sous la lorgnette de la beauté, non seulement notre regard va changer, mais notre vie entièrement va changer aussi, parce qu'on va pouvoir porter une lumière. Et là, je vais rajouter un élément qui est très important, qui, à mon avis, fait partie de cet aspect, qui s'appelle le respect. Ce sont des qualités profondes. Et ce sont des qualités, si, alors, je ne parle pas d'être parfait, mais je parle de porter ces valeurs qui sont des valeurs universelles, qui sont des valeurs absolues. Et si nous étions tous en train de les porter, le monde serait différent et il deviendrait le jardin qu'il est destiné à être. Alors, bien entendu, il y a un petit risque parce que chaque planète porte toujours son côté obscur. Si je considère le goût que j'ai, qui est élevé, qui va me faire monter, qui va me connecter aux vertus les plus élevées, mais si je considère uniquement l'esthétique de mon point de vue ou le bon goût selon ma carte du monde, à un moment donné, eh bien, je vais me tromper parce que je vais exclure. Et du coup, je vais faire monter mon côté négatif. C'est-à-dire, le risque avec Vénus-Jupiter, c'est de penser détenir la vérité absolue et de tomber dans l'intégrisme, y compris l'intégrisme de la forme. Et c'est comme ça que des peintres, les impressionnistes, étaient dans la salle des interdits, parce que les classiques refusaient de les reconnaître en disant ce n'est pas de la peinture. Et au jour d'aujourd'hui, ce sont les maîtres incontestés, ce sont les toiles qui sont le plus vues, et ce sont les toiles aussi qui partent le plus cher. Donc notre regard, il va évoluer dans le temps. Et je suis invitée à muscler mon regard pour accepter d'autres formes, d'autres idéogrammes. Euh, je me souviens avoir vu plein de tags autour de moi. Je logeais dans une chambre d'hôte d'artiste. Il y avait des tags de partout et j'ai adoré cet instant. Comme je peux adorer Florence euh, dans le classicisme, mais je peux aller à Lyon, adorer, visiter la demeure du chaos. C'est Art Price. C'est le groupe Serveur. C'est le groupe qui détient aussi toutes les archives des ventes euh, d'œuvres d'art. Donc c'est la plus grosse base de données en termes de vente d'art qui existe sur le marché. C'est juste incroyable. Et c'est un musée à ciel ouvert. C'est à Romans au Mont d'Or. C'est très particulier. C'est sur le chaos du monde. C'est sur la destruction du monde. Bon, Herman, j'ai eu l'occasion de le rencontrer. C'est un type qui est absolument génial. Il a ouvert un musée à ciel ouvert d'art contemporain où tout le monde peut aller. C'est incroyable. Et il y a eu autour de la demeure du chaos un procès qui a duré je ne sais pas combien d'années. Parce qu'il voulait détruire la demeure du chaos. Et il s'est battu, comme il gagnait de l'argent, il a pu accepter de rentrer dans une procédure longue et il a assimilé la procédure à une œuvre d'art. Donc là, on est complètement dans quelque chose de Vénus-Jupiter. Alors, j'ai parlé aussi j'en parle souvent, quand on a un aspect, il y a toujours une planète qui a plus de force que l'autre. C'est variable dans le temps, hein. C'est pas forcément Jupiter la plus lourde qui l'emporte sur Vénus, non, c'est pas ça. Là, Jupiter étant le taureau, donc c'est Vénus qui l'emporte.
C'est Vénus qui gagne. Bon, en plus, elle est en Capricorne, chez un de ses amis. Quand deux planètes partagent un signe, il y a quand même une connivence. Donc c'est Vénus qui l'emporte. Et Jupiter, par rapport à Vénus, il peut me parler de choses vertueuses. Et Vénus, à un moment donné, elle va renverser le principe parce que il y a besoin d'une libération. Dans l'art, je vais prendre le côté artistique, mais c'est valable aussi au niveau sociétal. Si je reste dans la certitude du beau, de l'instant, je vais donner corps à quelque chose qui ne sera plus de l'ordre de la beauté. C'est-à-dire que dans le classicisme, par exemple, il y avait l'académie. Et donc, il y avait les peintres reconnus et les peintres qui n'avaient pas accès à l'académie. Ils étaient rejetés. Ils étaient hors du bon goût de l'établissement. Et à un moment donné, il y a eu un renversement. Donc, ils ont créé entre eux les zones des interdits. C'était les impressionnistes. Mais c'est valable pour toute révolution artistique. C'est-à-dire, elle se fait toujours à contrario, comme une mini-révolution euh, que la morale va réprouver. Alors, ça peut sembler assez répressif, mais il y a chez Vénus quelque chose de connecté au plaisir, quelque chose de sensuel, quelque chose de sensoriel. Il y a quelque chose d'éminemment jeune. Et à un moment donné, eh bien, la jeunesse va vouloir amener quelque chose de son goût à elle, quelque chose de son ressenti. Je pense par exemple aux tags euh, qui aujourd'hui maintenant sont devenus du street art. Et quand j'entendais les anciens me dire mais c'est pas de l'art, c'est n'importe quoi. Comme disaient avant les anciens par rapport à l'impressionnisme. Et dans quelque temps, eh bien, les jeunes vont dire bah le street art c'est dépassé, c'est autre chose maintenant qui existe. Et en fait, il y a une espèce de danse entre Vénus et Jupiter. C'est-à-dire, il y a la vertu d'un côté, la beauté de l'autre. Il y a des moments, bah, c'est la vertu qui va s'exprimer par une forme de retrait. Et puis d'autre côté, eh bien, c'est le désir, c'est l'invention, c'est le plaisir à l'état pur qui va s'exprimer un petit peu à contrario de l'ordre établi. C'est une forme d'hédonisme. Euh, et il y a une danse entre les deux. Bien sûr, la beauté, c'est agréable, c'est magnifique. Ça vient me parler aussi du plaisir du corps, du plaisir de l'éveil des sens. Mais si je vais trop dans l'abus, par exemple, si je suis énologue et que je goûte le bon vin, c'est merveilleux, mais si tous les jours je bois une bouteille de vin, on voit bien les excès. Donc pour contrebalancer ça, eh bien il faut un petit peu de discipline, il faut une dose de vertu. Et c'est ce que Jupiter vient ramener, il ramène dans ce cas-là un juste équilibre, alors même qu'il est la planète de l'expansion. Et dans la configuration actuelle, avec Vénus qui est en Capricorne, Mars qui est en Capricorne, Saturne qui gouverne, eh bien tout ça c'est tenu. Et c'est tenu dans quelque chose de stable, quelque chose d'agréable, qui vaut quelque part un petit effort, mais qui va largement nous compenser en termes de plaisir. C'est pareil dans le travail. C'est-à-dire que dans mon travail, si j'aime ce que je fais, eh bien, je ne vais pas compter mes heures. Et les répercussions que je vais recevoir, mes efforts seront largement récompensés. Quand je fais une de mes vignettes pour la chaîne, eh bien, je suis très attachée à l'esthétique de la vignette. Et il y a plusieurs personnes qui m'ont dit, elles sont magnifiques. Et ça fait du bien de voir ça. Eh bien oui, c'est une récompense. Et manipuler le beau, travailler sur le beau, eh bien, ça me ramène quelque chose. Et c'est vrai que quand j'arrive à mettre dans mon activité professionnelle, puisque là, on a Vénus en 10, hein, symboliquement, une part de beau, eh bien, ça va me pousser au plan éthique vers quelque chose de meilleur que je vais apporter aux autres, mais qui va aussi venir me nourrir moi-même. Il y a quelque chose de sain,
Il y a quelque chose que l'on va donner de soi aux autres, parce qu'on va pouvoir être ensemble et travailler ensemble et construire ensemble un projet, même si ça ne dure qu'un instant, comme dans le cadre d'une consultation astrologique. Mais il y a quelque chose qui va se passer parce que c'est une énergie positive, une énergie qui va porter l'être à travers son âme. Alors j'ai beaucoup parlé de choses que j'aime dans cette vidéo. Pour finir, je vais parler un petit peu de Feng Shui. Le Feng Shui, c'est la science de l'habitat au niveau asiatique. Euh, c'est une technique qui est basée sur des équilibres de vie et qui invite l'être humain à vivre dans des beaux environnements, c'est-à-dire des environnements où il y a des arbres, où il y a de la nature, où il y a de la vie autour de soi, et pas uniquement des buildings impersonnels et des cités dortoirs qui sont absolument infâmes. Parce que là, si je vis là-dedans, eh bien sûr, j'ai un risque de déprime, je vais m'affaiblir, je vais me déliter, parce que quelque part, nous ne sommes pas faits pour vivre dans ces environnements délabrés. Il y a quelque chose de nous qui nous relie au sacré, et ça passe aussi par le regard. Ça passe aussi par là où je me trouve. Alors j'ai bien conscience qu'on n'a pas toujours le choix de faire comme on veut. Il y a quand même un appauvrissement général de la population à ce niveau-là, mais je trouve vraiment que au niveau urbanisme, au niveau des politiques de la ville, au niveau de la gestion de l'architecture, il y a vraiment quelque chose de dégradé et nos politiques sont responsables aussi par ce biais-là du malaise de la société et de la montée de la criminalité. Parce que quand je vis dans un environnement qui est sain, qui est positif, avec des parcs, avec des belles couleurs, avec des beaux agencements, eh bien, je suis portée aussi dans cette énergie Vénus-Jupiter. Quand je vois des personnes entassées dans des tours sans âge, avec des nombres incalculables d'étages, on n'est pas relié. Et la personne va souffrir profondément. Et comme par hasard, ce sont des réservoirs à délinquance, des réservoirs à déliquescence, parce qu'il y a quelque chose de l'âme où c'est beaucoup plus difficile de se connecter. Alors, le beau, ce n'est pas uniquement le visible. C'est aussi quand, par exemple, vous avez des parents qui voient la beauté de leur enfant, qui le reconnaissent dans sa valeur. Parce qu'avec Vénus, Jupiter, on va parler aussi de valeur. C'est pas pour rien que les œuvres d'art coûtent cher. D'ailleurs, elles ont de la valeur. Si pour moi une œuvre n'a pas de valeur, elle n'a pas de, on ne peut pas lui mettre un prix. Par contre, des œuvres d'art qui ont beaucoup de valeur, elles sont hors de prix. Je ne peux pas me les offrir. Eh bien, c'est pareil pour un enfant. Si on est capable de porter un regard de beauté, un regard qui va se centrer sur la valeur de l'enfant, on va lui permettre d'acquérir sa propre valeur. C'est-à-dire en rassurant l'enfant, en, en lui envoyant le message qu'il est important pour moi, qu'il compte, qu'il a de la valeur, en le nourrissant de piano, d'art, en éveillant son regard sur des belles choses, eh bien, quelque part, je vais nourrir en lui le sens du beau, de la beauté, mais aussi de la confiance en lui. C'est-à-dire, si je donne à mon enfant cette compréhension au-delà des mots, qu'il fait bien, que bon, il s'est trompé, mais c'est pas si grave que ça, qu'il va mieux faire. Je vais lui montrer comment mieux faire. Et que de savoir apprendre à mieux faire, il pourra aussi s'élever dans la société, prendre une place. Eh bien, si je le rassure sur sa propre qualité, ses qualités intrinsèques, qui sont le beau en soi. Parce que le beau, c'est pas uniquement à l'extérieur de soi. Il y a le beau à l'extérieur qu'on va manifester, mais il y a le beau à l'intérieur de soi, soit qu'on va montrer aux autres, soit qu'on va vivre nous-mêmes comme une nourriture, comme quelque chose qui nous élève, comme quelque chose qui nous pousse à faire le bien. C'est l'idée de cette chaîne. Pourquoi est-ce que j'ai eu besoin à un moment donné de transmettre mon savoir et mes connaissances? Et c'était plus fort que moi. C'est-à-dire là, il est assez tard, j'ai envie d'aller dormir, mais je continue. Parce que je suis animée par une passion de transmettre. Et bien, dans cet acte-là, je suis connectée sur ma propre beauté. Et si dans cette idée-là,
je fais pareil pour mes enfants, je vais développer chez eux quelque chose de cette conscience qui va leur servir de bouée dans la vie quand ils seront confrontés à la laideur du monde. Parce que ça va se vivre sous forme d'éthique. Une éthique par rapport aux autres, mais aussi une éthique par rapport à soi. C'est-à-dire, ils ne vont pas admettre que les autres les traitent n'importe comment. Une personne qui va tomber sur un pervers narcissique, par exemple, c'est une personne qui n'a pas conscience de sa propre beauté intérieure. Et c'est pour ça qu'elle se laisse piétiner. Si, dans son enfance, on lui avait appris à se connaître, à se reconnaître, si elle avait eu les éléments, les outils pour faire cette démarche adulte, eh bien, lorsqu'elle rencontre un pervers narcissique, elle ne va pas accepter de se laisser piétiner par lui. Donc, voyez, on est vraiment au-delà du côté esthétique, du côté artistique. Ça va très loin. Ça va aussi sur l'amour de moi. Et alors, mon père était un peintre, hein, j'en ai parlé. Il avait été très aimé par ses parents. Et il avait cet amour du beau. Et je crois qu'il était précieux pour ses parents. Et quelque part, son père a lui aussi été peintre. C'est une lignée hein, d'artistes. Et il avait en lui cette capacité à relier Vénus et Jupiter. Et je crois qu'il a été heureux dans sa vie, justement aussi pour ça, pour ce regard qu'il arrivait à mettre sur les choses, mais aussi ce regard intérieur qui est quelque part une merveilleuse acceptation de soi dans nos qualités et parfois dans notre rugosité. Le beau n'est pas toujours la perfection, mais c'est un appel, c'est un éveil, c'est une invitation. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous remercie de votre fidélité. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne. Et si vous avez envie de partager un instant, de commander votre thème de naissance, votre révolution solaire, eh ben, je me ferai un plaisir de vous accompagner sur le chemin des étoiles à la découverte de vos magnifiques archétypes que sont Vénus, Jupiter, Saturne, Mars, la Lune, Neptune, Uranus, Pluton. Belle journée à tous!